Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office un peu particulier puisqu'on va le faire en live. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. On va laisser le temps à tout le monde de s'installer. Je vous laisse me dire dans le chat, je vois que Doug est déjà là. Je vois qu'Alex est déjà là. Non, Lucho l'Ardoise n'est pas là ce soir. Petit live exceptionnel puisque, alors pour ceux qui sont... oh là là, magnifique. J'allais parler de mes camarades et je vois que l'un d'entre eux qui est aux États-Unis envoie un petit message. Ça fait très plaisir. Ouais. Anto a le plaisir et le bonheur d'être aux États-Unis. Doug, je l'ai spoilé hier, je peux le répéter maintenant, sera tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire à quelle heure dans le chat, comme ça je partage l'info. Quelque part entre 21h, 21h30 sur le live des Fantasy Ballers. Sachez quand même que Doug est invité à peu près partout. C'est vraiment notre MVP. 21h30 me dit Alex. Merci beaucoup. Donc voilà. Après ce live, pas besoin de couper Twitch, vraiment. Juste vous cliquez sur Fantasy Ballers ou en tout cas même je sais pas si j'irai jusqu'à 21h30 mais vous pourrez vous glisser tranquillement entre les deux. Lucio me dit jusqu'à 21h35 pour donc très sympa. Alicia est là aussi. Salut Alicia, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a du monde qui s'installe tranquillement. Donc ouais, je reprends un petit peu l'histoire parce qu'on sait que vous avez vos habitudes aussi quand vous suivez le front office. D'habitude, le rewind tombe le mardi soir, mercredi matin. On arrive sur la fin de semaine, on attend la preview. Là, même à 6, les agendas étaient bien remplis. Donc voilà, Anto est aux États-Unis. Doug sera tout à l'heure chez les Fantasy Ballers. Alex est en pleine relocalisation de franchise. Voilà. Il commence à être tranquillement dans les cartons. Donc autant vous dire que un peu compliqué de faire des épisodes. Et PA est essaye d'éviter la rubrique France Travail de notre Discord et travaille très très dur en ce moment. Donc on s'est dit, plutôt que de faire un petit épisode que j'aurais pu aussi enregistrer face caméra, pourquoi ne pas venir discuter un petit peu directement avec vous tous. Donc voilà, il n'y a pas de programme prédéfini, on va quand même, bien évidemment, revenir sur les matchs de la semaine 12. On va parler un petit peu de ce qui va se passer sur la semaine 13, qui est déjà commencée. J'ai pas d'autres écrans sous les yeux, mais je pense qu'on est à peu près à la mi-temps du match des Lions. Peut-être aussi pour ça que les gens commencent à arriver tranquillement. En tout cas, voilà, on est sur du programme assez libre. Avant de se lancer plus en détail dans les matchs, de rentrer dans le dur du sujet, sur le terrain, je vous invite à suivre tous les réseaux du front office, à commencer par Twitch, puisqu'on y est. Hein, appuyez sur le petit cœur, comme ça vous permettra d'avoir la notif directement lors du prochain live, parce que voilà, je le dis comme ça, en plus ça n'engage que moi, mais si ma connexion parvient à tenir toute la durée de ce live, pas impossible que j'y prenne goût et que je revienne de temps en temps comme ça faire des petits lives sauvages pour parler avec la commu qui est de plus en plus nombreuse. On a bien évidemment Twitter, on continue à faire circuler toutes les infos. Instagram qui, je le concède, est un petit peu calme en ce moment. Hein. On essaye de mettre les efforts sur les épisodes, sur l'animation du Discord, et du coup, j'y viens, le Discord, c'est The Place to Be, vraiment. Et je dis pas ça parce que c'est le nôtre, mais il s'y passe plein de choses sympas. Il y a des discussions quasiment quotidiennes. Ça parle parfois dans plusieurs salons en même temps, ça parle de tout. Ça parle bien évidemment de football et de NFL, mais on a aussi du college football, on a de la fantasy. Vous pouvez même parler de sport de préau, même si du coup Doug n'échangera pas avec vous, très clairement.
Mais en tout cas, voilà. C'est un espace hyper sympa qui est ouvert à tous, qui est hyper bienveillant, qui permet de partager la passion. Donc me dit que non, vraiment, sport de préau, non, 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 ça le fera pas. Du... À moins, est-ce que Doug, s'ils inventent un sport de préau où le ballon est ovale, est-ce que peut-être tu viendras discuter? Voilà, c'est peut-être le compromis avec notre ancien rugbyman. On va entrer tranquillement dans le vif du sujet et je prends sous les yeux ma petite liste de matchs parce que oui, en ce moment, l'actu est énorme. Hop, on a essayé d'en voir un maximum. Alors, ouais, ça remonte déjà, hein. Le Thursday Night Football de la semaine dernière était le 22 novembre, on est le 28, ça passe très très vite. Avec Cleveland qui avait upset les Steelers. Franchement, cette semaine, on sait que les matchs de division c'est toujours particulier, mais alors cette semaine 12, elle commençait quand même avec une bonne petite surprise. Pas que les, pas que les Browns sont incapables de gagner un match, hein. Depuis que Winston a pris les commandes, il se passe quand même des trucs intéressants dans cette équipe. Mais les Steelers, quoi, ils semblaient être sur une belle rampe. Russell Wilson, il lance quand même pour 270 yards. Moi, j'étais partisan de continuer avec Justin Fields. Pour l'instant, il me donnait tort. J'ai pas l'impression que là non plus qu'il est particulièrement le seul fautif, entre guillemets, là-dedans. J'ai été surpris. Après, voilà, match à Cleveland, match de division. Ça remet pas en cause la suite de la saison pour les Steelers. Mais voilà, une semaine 12 qui avait commencé de façon bien sympa. Contrairement à cette semaine 13 qui a des matchs éparpillés un petit peu partout, là, on arrivait directement sur les matchs du dimanche. Et alors là, quel plaisir pendant le Red Zone. Et avant d'en parler, salut PA que j'ai vu débarquer dans le chat. Oh, Doug est méchant, je lis les commentaires pour ceux qui regarderont peut-être ça en replay et qui n'auront pas tous les commentaires de Twitch. Mais Doug insinue que je ne regarde pas les matchs. Ce qui est faux. Je ne les vois pas tous dans leur intégralité et chaque action, mais j'essaye de regarder les matchs, même si mes takes sont absolument immondes. Voilà. N'hésitez pas à le dire, un concours de prono avec moi, ça se passe souvent bien pour vous. Disons que disons que des intuitions se transforment en pronos et que malheureusement elles tombent souvent à l'eau. Voilà. N'hésitez pas à vous refaire d'ailleurs, ça peut être très très drôle s'il y en a qui ont un peu de temps à perdre. On a fait pas mal d'épisodes juste avant la saison, on a fait pas mal de takes, que ce soit ouais, sur les trophées, sur les équipes. J'ai jeté énormément de cannes à pêche, il y en a qui ont mordu très fort. Il y en a d'autres où très clairement j'ai arraché la ligne et ça ne menait absolument nulle part. Allez, je reviens tranquillement à ma semaine 12 avec donc le Red Zone. Et Red Zone, j'ai adoré. Je vous le dis, voilà, au-delà de la pure analyse, j'ai pris un vrai plaisir à le suivre. Il y a eu pas mal de matchs serrés, quelques petites surprises, des très belles perfs. Des très belles perfs. Qu'est-ce que j'ai envie de souligner en particulier? Tiens, je reprends la liste sous les yeux. Déjà les Vikings qui ont battu les Bears en prolongation. J'ai presque envie de dire bravo les Vikings plus que dommage les Bears parce que on sentait un léger coup d'arrêt côté Vikings. En tout cas, j'étais un petit peu inquiet de ce qui pouvait se passer chez eux. Et ce match m'a pas non plus rassuré. Mais en fait, ça fait partie de ces victoires que je qualifie de victoires moches mais bonnes à prendre. Parce que voilà, ils prennent quand même 27 points sur des Bears. Caleb Williams lance pour 340 yards. Alors que très clairement, depuis le début de la saison, il marche pas sur l'eau, quoi. On a un Justin Jefferson qui n'a pas été non plus sur le devant de la scène. Mais voilà, ça a trouvé des solutions. Ça a trouvé des solutions au sol avec Aaron Jones qui fait encore plus de 100 yards.
Les solutions aériennes, elles sont venues du côté de Jordan Addison, qui a capté pour 162 yards. Et voilà, même avec une défense qui a été peut-être un petit ton en dessous, ils sont quand même allés chercher ce match. Donc voilà. C'est quand je commence par cette affiche aussi parce que quand on prend la liste des matchs sur ESPN, très clairement c'est la première qui vient. Mais c'est vrai que ce match a été assez marquant. On a Détroit qui a battu Indiana. Franchement, je vais pas passer des heures là-dessus. Détroit, ça continue de dérouler, ça gagne les matchs largement. Le monstre a 2 têtes au sol avec Montgomery et Gibbs. Hallucinant. Jared Goff continue à bien distribuer la balle. Saint Brown, vraiment top receveur. Je pense que si on refait un top receveur l'année prochaine, je le montrerai par rapport à mon classement. Je l'ai plus totalement en tête, mais je devais l'avoir en 7 ou en 8. Et en fait, plus la saison avance, plus je me dis que j'ai du mal à le mettre hors top 5. Je pense qu'il a encore une marge de progression, c'est ça qui est flippant, et c'est peut-être ça qui m'avait fait le mettre un peu plus bas que certains de mes camarades. Hein. Mais ouais, en fait, c'est un vrai alpha receveur. C'est pas que le système, je pense vraiment qu'il arrive à être toujours au bon endroit au bon moment, et c'est quand même assez impressionnant de faire ça. On a les Dolphins qui, depuis le retour de Tua, ont bien relevé la tête. Ils ont battu des Pats qui ont été vachement en difficulté. On a un Tua qui fait ses matchs depuis qu'il est revenu. Après, je suis pas sûr que ce rush final, même avec le retour de Tua, même avec un Waddle qui revient un peu, Hatchen fait toujours le boulot. Là, la défense, elle a pas fait un mauvais match, mais quand tu joues les Patriots, la valeur étalon, elle est assez basse. Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que ça peut durer? Là, je me pose encore des questions. J'attends de revoir Miami contre un adversaire un peu plus solide. En tout cas, voilà, ils prennent une win toujours bonne à prendre, mais je pense qu'ils partent de trop loin pour les playoffs. On avait les Bucks de mon cher Doug, justement, qui allaient sur le terrain des Giants. Giants, d'ailleurs, petit intermède, donc, comme vous le savez, si vous suivez la NFL régulièrement, qui se sont séparés de Daniel Jones. Daniel Jones qui a déjà retrouvé une place chez les Vikings. Très bon move de sa part, je trouve. Déjà parce que devant lui, c'est un Sam Darnold, donc qui fait le boulot, qui mérite d'être là. Mais pourquoi pas l'année prochaine avoir une ouverture? Surtout que, est-ce qu'ils vont pouvoir garder Darnold? Pas sûr du tout. Et il y a un rookie derrière, J.J. McCarthy, qui était censé prendre le poste en début de saison, qui s'est blessé, qui a été out pour la saison. Et, rien ne dit qu'il sera totalement prêt jour 1 l'année prochaine. Et si les Vikings en fait sont une équipe compétitive, je dis pas qu'avec Daniel Jones tu gagnes, mais ils vont peut-être un petit peu prendre le temps avant de lancer McCarthy dans le grand bain. Comme je dis, voilà, s'ils gagnent des matchs, ils voudront peut-être s'appuyer sur le vétéran et Daniel Jones aura une vraie occasion de rebondir. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, du côté des Giants, très clairement, on a un peu tourné la page de la saison. Ils ont pris une gifle chez eux, 30-7 contre les Buccaneers. Les Bucks qui tiennent debout. Moi, je pensais que ça allait un peu s'écrouler. Je le pense toujours. Là, ils sont allés chercher ce match. Un peu comme les Dolphins. Faudra voir face à un mur un peu plus solide. Le retour de Mike Evans fait du bien. Baker Mayfield fait toujours le travail. Bucky Irving, hyper impressionnant. C'est dingue comment le jeu au sol des Bucks réussit toujours à trouver des solutions. La O-line n'est pas parfaite. L'année dernière, c'était un Rashad White qui marchait sur l'eau. Là, on a eu Bucky Irving. Il y a eu des blessures. On a même vu un peu de Sean Tucker. C'était pas si mal. Tout ça dans une équipe qui a perdu Chris Godwin. Franchement, au moins ils se sont pas fait surprendre par le changement de QB du côté des Giants. Ils sont allés gagner ce match. Ils restent en course, pourquoi pas, pour les playoffs. Ça commence à se trier un peu quand même, mais ouais, en NFC, il y a peut-être des ouvertures, ça peut encore bouger très vite, donc à voir ce que ça va donner. Dans la même division que les Giants, un des gros matchs, un match ultra spectaculaire, tant dans le scénario que les actions, les Cowboys sont allés gagner sur le terrain des Commanders. Ça, c'était pas du tout dans mon bingo de la semaine. Même si les Cowboys, on savait qu'il y avait du talent dans cette équipe, on le voyait pas du tout.
aller chercher ce match contre une équipe inexpérimentée, là en fait c'est presque tout l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure pour les Vikings. Je suis presque un peu déçu que les Commanders n'aient pas réussi à maîtriser ce match. Alors, il y a des circonstances atténuantes. Pour contrôler un match, c'est bien d'avoir du jeu au sol. Et là, leurs running back tombent comme des mouches les uns derrière les autres. On a Brian Robinson qui enchaîne les petits bobos. Austin Eckler aussi. Du coup, on s'appuie beaucoup sur McNichols. Ça avait coupé en courant de semaine Chris Rodriguez, que ça a re-signé à cause des blessures. Enfin, voilà, il y a quelques circonstances atténuantes, mais quand même, c'est le genre de match qui peut coûter un peu cher. Déjà parce que dans la même division, on a des Eagles qui sont lancés à 2000 à l'heure et que ça aurait été bien pour les Commanders d'aller chercher le seed 1 de leur division. Peut-être pour simplifier la vie en playoff, notamment. Là, à voir ce qui se passe dans les deux autres divisions, hein, mais si tu finis 6ème, 5ème, va falloir voir avec qui tu croises, mais il va pas y avoir tant de cadeaux que ça. En tout cas, pour en revenir au match, s'il y en a un que vous devez re-regarder ce week-end, c'est celui-ci. La fin de match est complètement folle, avec des opportunités de revenir et de se repasser devant dans tous les sens. Un retour de coup de pied de Cavontae Turpin qui partait mais vraiment très très mal. Globalement, il maîtrise pas du tout bien le ballon, la pression arrive. Et là, il fait une sorte de feinte puis spin move qui laisse mais la défense sur le cul. Il fait un tout droit. Il ramène ça pour un TD. Vraiment, que ce soit sur le Discord ou dans quelques groupes WhatsApp, là, les messages sont tombés quand on a vu le spin move de Cavontae Turpin. Cette feinte épaule gauche, départ épaule droite qui a laissé mes 4 défenseurs dans le vent. L'action est belle, mais encore une fois, signe d'inexpérience de la part des Commanders. Quoi. Faut verrouiller un peu mieux que ça. Après, voilà, y a d'un côté les exploits de Dallas et de l'autre une équipe de Washington qui marque le pas au global. Je sais pas si la blessure au code de Jayden Daniels l'a un peu refroidi ou si ce sont des consignes du coaching staff, mais il prend moins de risques, alors c'est bien dans la durée, mais du coup je trouve qu'il est un peu moins menaçant pour l'équipe adverse. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs aussi dans le chat si vous avez un avis là-dessus, si vous pensez que c'est bien justement ce côté un peu plus sage, ou si ouais ça manque un peu cette petite flamme là. Moi j'aimais bien le Jayden Daniels du début de saison, il y en a qui le critiquaient, et comme mon camarade Doug aime bien le dire, il est taillé comme un tuteur à géranium, donc c'est vrai qu'il faut être précautionneux avec lui. Mais voilà, je trouve un peu dans le même profil hein, qu'on connaît la liste, hein, mais que Kyler Murray ou que Hurt ou ce type de joueur qui peut être très très mobile et faire beaucoup de yards au sol. Je trouve que depuis quelques semaines, c'est un peu moins bien exploité. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que ça oblige à vraiment être précis dans le jeu aérien. Et en plus, ce serait vachement bienvenu en absence de coureurs réguliers et qui arrivent à enchaîner les snaps et les matchs. Donc voilà, un peu mitigé. J'ai un peu peur pour la suite de la saison côté Commanders. Alors, j'ai un peu peur. Dans tous les cas, c'est une saison réussie. Hein. Déjà, avec leur nombre de victoires, on est déjà bien. Hein. Je crois qu'ils ont déjà gagné 8 matchs. Très, très bien. Peut-être même au-dessus des attentes. Je sais pas où est-ce que vous les aviez dans la commu en général. Est-ce que vous les aviez plus haut, plus bas? En tout cas, 8 matchs. On peut espérer qu'ils en gagnent encore un ou deux, même si ça va pas. Que ça joue les playoffs. Mais ouais, je vois une équipe qui. Pour donner des exemples, typiquement, s'ils jouent les Packers au premier tour, je suis pas sûr du tout de pronostiquer Commanders. Alors que, voilà, en termes de bilan, ou même, allez, tout le monde sait que c'est un peu mes Dark Horse NFC de cette saison, mais demain les Commanders jouent les Seahawks en playoff, et bah, je pense que je prends les Seahawks.
et ça devrait pas être le cas avec le début de saison des Commanders. Donc voilà, à voir avec retour de blessure d'un Marshon Lattimore pour qui ils ont tradé, qui a de l'expérience. Ouais, ils ont peut-être besoin de souffler un petit coup. Je me demande, je vais peut-être dire une bêtise, mais je me demande s'ils n'ont pas une bye week en semaine 14. Elle serait peut-être bienvenue. Elle serait peut-être bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais je sais qu'il y a des équipes à qui il reste une bye week la semaine prochaine. Et je crois que les Commanders en font partie. Bon, on a déjà pas mal parlé de ce match, et en même temps, je fais un peu ce que je veux. Je suis tout seul, je gère le timing, et ce match m'avait particulièrement plu, donc voilà. On va parler d'un autre match serré, avec une fin assez serrée. C'est le déplacement des Chiefs sur le terrain des Panthers. Et si vous m'aviez dit au début de saison, ou même il y a 5 semaines, que ce match allait se jouer à 3 points d'écart, et que les Panthers allaient avoir une vraie ouverture pour gagner, là pareil, j'aurais plissé les yeux très fort parce que je ne m'y attendais pas. Ça faisait pas du tout partie de mes hot takes de la semaine. Alors, d'un côté, on a une équipe de Kansas City qui gagne quasiment tout. Ils ont perdu que contre les Bills. Ça déroule quand même bien. Hein. C'est la force tranquille. On le répète depuis le début de la saison, mais il y a un petit peu cette impression de bah, quand on voudra accélérer, c'est qu'on sera en playoff. Et quand ce sera les playoffs, venez nous chercher. Et pourtant, ils ont perdu qu'un match. Mahomes, vraiment, il est monté en gamme depuis 4-5 matchs. On sent là que la température, voilà, l'odeur du sang, on est aux 2 tiers de la saison. Ça commence à venir, il fait le taf. Mais en face, waouh, les Panthers, mais genre bravo pour ce match quoi. Je sais on a quelques fans dans la commu, notamment Franz, à qui je passe le bonjour. Je ne sais pas s'il sera du live des Ballers tout à l'heure, mais en tout cas, il a dû se ravir de voir ses Panthers se défendre comme ça. C'est assez drôle. Je révèle des petits offs. On songeait à faire des petites vidéos sur Instagram qui s'appuient sur des questions du Discord. Comment dire, le concept est toujours dans les cartons. J'ai fait quelques tests, quelques pilotes. Et l'un de ceux comment dire, qui a été le premier à être enregistré et qui venait d'une question du Discord, c'était: est-ce que Bryce Young est cuit? Et dans cette réponse, je pourrais peut-être partager l'échantillon, même si c'est pas terminé, vraiment, partager 15-20 secondes sur le Discord. Mais je disais qu'en fait, on parle d'un quarterback qui est que dans sa deuxième année. Il a été benché au début de la saison, hein, mais globalement, il a 20 matchs en carrière. 20 matchs, c'est rien du tout. Il est encore hyper jeune. L'année dernière, il jouait dans un désert complet. Il y a que là, à l'intersaison, on a commencé à lui construire un petit bout de ligne, à lui mettre des cibles dont beaucoup sont quand même des rookies. Hein. Je rappelle que voilà, on a du Xavier Legend qui avait été cherché, du Jonathan Mingo, comment s'appelle ce dernier jeune, Baker, je crois. Je crois que c'est du côté des Panthers. J'ai un doute sur le nom du dernier, mais pareil, un bon petit prospect. Et oui, il y avait encore Adam Thielen, mais voilà, c'était pas. Ils sont allés chercher Deontay Johnson aussi, mais pareil, les armes, on les donne au fur et à mesure. En tout cas, quand il est arrivé, il les avait pas encore. Et je trouve qu'il a été benché un peu vite cette saison. Après, visiblement, ça lui a fait du bien. Donc ça a fait plaisir à voir côté Panthers. Et ouais, Bryce Young, encore jeune, laissons-lui le temps. Là, il est accompagné par un super jeu au sol, Chuba Hubbard, qui fait une très bonne saison. On espère bientôt voir un Jonathan Brooks avoir de plus en plus de ballons. On rappelle, drafté quand même assez haut, 2 ou 3e tour. Je l'ai plus en tête, mais gros prospect au poste de running back. Et voilà, il y a quand même du talent dans cette équipe. Ils ont l'air de vouloir le montrer. En plus, ils gagnent quand même pas le match, donc ça les handicape pas pour la draft. Et c'était sympa de les voir opposer une résistance pareille à ces Chiefs. Et je vois que Albiniesta est arrivé dans le chat. Non mais Albiniesta, faut pas répéter les bêtises de Doug. C'est voilà, je regarde les matchs. Je devrais même pas avoir à m'en défendre. Voilà, je le dis.
Je ne rate pas un game zone, sauf dimanche exceptionnel. Et si ça arrive, j'ai l'avantage de pouvoir faire du télétravail le lundi et de me refaire les matchs avant de commencer à bosser, à la pause repas, après, dans les transports. Non mais t'inquiète Albinesta, je dis ça, tu as totalement raison de faire la blague. J'adore les running gags, donc j'espère encore être en live dans 5 ans et qu'on continuera à faire ce running gag de dire que je ne regarde pas les matchs. Justement, on continue. Et là, on va parler de mon match préféré de la semaine, puisque ça n'est pas arrivé très très souvent cette saison. Les Titans ont gagné. Et en plus, on a battu Houston. Battre un rival de division, c'est toujours particulièrement délicieux. En plus de ça, j'ai pas honte de le dire, Will Levis a fait un meilleur match que CJ Stroud. Donc franchement, tout va bien. Non, en fait, je dis ça, mais en vrai, je suis un peu deg d'avoir gagné ce match. Je vous explique, pas que je pense qu'il ne faille pas gagner des matchs, hein, c'est bien pour un groupe. Mais en fait, cette saison, elle va nulle part, et c'est pas comme si on avait un groupe avec juste des jeunes qui avaient besoin de découvrir ce que c'était que la victoire. Les Titans, en avant-saison, ils ont énormément investi à plein de positions, sur la O-line, sur les cornerbacks, vraiment au poste de running back, avec un Tony Pollard qui a été encore très bon. Il y a eu des beaux investissements qui ont été faits, et l'incertitude, c'était un peu Will Levis, jusqu'où on va avec lui. Et alors, les choses se sont très mal goupillées cette année, malheureusement. C'est que la troisième victoire, les Titans ne vont pas faire les playoffs. Faudrait. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, c'est pas impossible que je vous commente le match des Titans en direct en playoff. Quoi. Je pense que je peux m'engager à ça. Ça devrait pas être trop coûteux pour mon sommeil. Mais, mais clairement, si je suis pas hyper content d'avoir gagné, c'est notamment parce que je commence à penser à la draft tranquillement. Tous mes camarades qui soutiennent des équipes qui perdent savent ce que c'est. On n'a pas forcément envie d'être très très haut. Donc voilà, franchement, c'est une victoire qui a ce petit goût amer de ah ouais, on va piquer en 7 au lieu de piquer en 4. Et, et tout ça pour prendre encore un magnifique joueur de ligne offensive qui n'aura absolument aucun quarterback à protéger. Donc voilà. Non, je suis un peu dur parce que ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est un rival de division. Mais en vrai, pour les équipes qui ont un faible bilan, c'est quand même à prendre en considération. Hein. En NFL, t'as pas vraiment l'occasion de tanker comme en NBA pour faire la passerelle sport de préau que Doug apprécie tant. Mais, mais en NFL, les mecs, il y a beaucoup moins de contrats garantis. Les effectifs, vous le savez, sont énormes. Les carrières sont très courtes. L'écart entre les très gros salaires et les très bas salaires, il est abyssal. Donc en fait, les mecs, à moins que tu aies un contrat de 4 ans avec 3 quarts de ton argent garanti, sinon tu es obligé de te taper et de montrer que tu mérites ta place l'année prochaine. Mais voilà, on va pas se le cacher, le tanking existe quand même en NFL. Je veux dire, typiquement les Giants, ça, ça ressemble plus ou moins à un gros véhicule avec deux grosses chenilles, un canon, et ça avance tout droit vers la draft. Quoi. Il y a, je pense qu'on ne va pas se voiler la face à dire le contraire. En tout cas, pour revenir sur le match qui nous concerne, je vais presque parler très peu des Texans parce que ouais, c'est un match pareil qu'ils n'auraient pas dû perdre, qui peut leur coûter cher. Et ouais, t'as raison, avec Bignesta dans le chat, quand tu dis j'ai eu peur pour vous à un moment du match que vous perdiez un match qui vous tendait les bras. C'est totalement vrai. Le match, vraiment, il nous a glissé des mains, notamment sur l'interception de Will Levis qui est retourné pour un pick six où Houston repasse devant au score. Et justement, là, Houston, ils n'ont pas été clutch du tout. Ils n'ont pas réussi à close ça. Je crois qu'en plus, Jalen Pitre s'est blessé pendant ce match. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles niveau Texans. Alors, ils gagnent un peu plus de matchs que ce que j'imaginais, mais je leur voyais une saison 2 pour Stroud plus dure que la saison 1. Je trouve que c'est un peu le cas. Et, euh, et à voir si on a déjà une. Comment dire
un peu une base d'expérience avec ce qui s'est passé l'année dernière et qui arrivait en playoff, ils arriveront à enclencher un mode impitoyable. Mais là, moi, ça, c'est le genre de défaite en semaine 12 où je me dis, ok, et bah, premier tour, tu vas affronter, je sais pas, ils vont gagner la division, les Texans. Je dis au hasard, tu joues les Steelers au premier tour. Et bah, je suis pas sûr de prendre les Texans. Je suis pas sûr du tout de prendre les Texans. Donc voilà. Alors que si tu montres que tu sais gagner ces matchs-là, et bah, tu rassures, je trouve. Allez, on a encore beaucoup de matchs sur la semaine 12. Est-ce qu'on va parler de tout? Ouais, on va parler de tout en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je sais pas si vous aimez le format, si vous avez des questions. C'est vrai que j'enchaîne pas mal depuis tout à l'heure. Je peux peut-être reprendre un peu mon souffle. Voilà, comme j'ai une petite fenêtre avec le chat, donc je peux voir vos interactions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez déjà sur cette première partie des matchs dont on a parlé. J'aurai le temps de faire le reste et de parler de la semaine 13. Ouais. Voilà. Donc je me prends ma petite respiration tranquille. Je reprends ma liste et il y avait beaucoup de matchs de division cette semaine en fait. Je vois que les Broncos ont gagné chez les Riders. J'avais même pas tilté qu'il y avait tant de matchs de division. Bonix toujours, je vais pas m'étaler très longtemps sur ce match. Les Riders, il n'y a pas de grande ambition de gagner des matchs cette année. Les Broncos, voilà, quasiment 30 points. Donc comme je disais, avec un Bonix à 273 yards, ça avance, il a une vraie connexion avec Courtland Sutton. Ça fait plaisir. Euh, Très belle pioche, Bonix. Plusieurs personnes commençaient à faire la réflexion de est-ce que c'est pas lui le rookie offensif de l'année. Et je trouve que la question elle devient de plus en plus légitime puisque on est sur des courbes qui se croisent avec Jaden Daniels qui était parti très fort, qui globalement n'avait sur les 6 premières semaines que Malik Nabers dans le champ de vision ou légèrement dans le rétro hein, parce que très clairement il était devant sur cette course. Et là on a un Bonix qu'enchaîne les matchs de patron. Quand je le vois jouer, j'ai une impression d'expérience et de sérénité dans son jeu. C'est, c'est incroyable. Vraiment, raccourci très très fort parce que c'est pas le même profil, mais c'est vrai que revoir Sean Payton sur le banc et voir un QB qui a l'air mature et qui prend les bonnes décisions, ça a pu m'arriver de penser à Drew Brees, alors que vraiment ce ne sont pas les mêmes joueurs. Hein. Mais je me suis dit, ok, ouais, on retrouve là du joueur, parce qu'en plus il est mobile. C'est drôle quand on le voit jouer de prime abord, on se dit bah c'est un passeur précis qui prend des bonnes décisions, mais les moments où il faut sortir et courir, il le fait très très bien. Il a tout du QB moderne. Alors encore une fois, c'est un peu tôt. Ce qui marche dans un sens fonctionne aussi dans l'autre. Fallait pas condamner un Bryce Young dès sa première année. J'encense pas non plus un Bonix sur un niveau de Hall of Famer dès sa première année. Hein. Euh, Là, il a encore l'effet de surprise. C'est une équipe qui est pour l'instant bien coachée. Franchement, ça se déroule bien quoi pour l'instant. Faudra qu'il confirme, mais j'aime beaucoup ce que je vois jusqu'à maintenant. Et voilà, ça gagne des matchs. En plus, côté Broncos, on le sait, la défense est là. La défense, elle est solide. Elle fait le boulot. Bon, 19 points encaissés contre les Raiders, ils pouvaient presque faire un peu moins. Mais on sait que c'est solide dans le front seven, ça a du top cornerback, du top safety. Ces Broncos, s'ils vont en playoff, potentiellement très chiante à prendre comme équipe. Vraiment, ils, je les vois pas genre enchaîner 2 ou 3 victoires, mais typiquement, ils ont la tête de l'upset, quoi. De l'équipe qui vient et qui fait chier un gros, qui arrive en playoff, avec un bilan ok, mais qui a une petite blessure un peu chiante à un poste clé et qui se fait salir par les Broncos. Voilà, je le vois bien comme ça. Qu'est-ce que nous raconte Doug? Désolé, j'étais en rendez-vous avec Jacob Delafont. Non mais. Doug, s'il te plaît, pose ta bière. J'allais dire il est un peu tôt. Non, il est pas du tout trop tôt. Mais, mais garde-en un peu pour les camarades des bowlers là.
tu vas passer un bon moment avec eux. Garde tes conneries pour eux, vraiment. Vraiment. Va mettre le feu sur leur live, laisse-moi tranquille. Allez, on reprend le fil tranquillement. Il ne nous reste plus beaucoup de matchs sur la série de la Red Zone de 19 et de 22, hein, parce que là on est déjà passé sur les matchs de deuxième partie de soirée. Je vois qu'Elbin Nesta nous dit environnement sain, pas de pression, joueur avec un peu de talent, bon coach pour QB. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, on peut rester un peu sur Bonix, mais tout s'est bien aligné. Tout s'est bien aligné. Le pas de pression, ouais, c'est vrai que les Broncos, on les voyait pas haut du tout. Et là, on commence à se poser la question, est-ce que ça va aller en playoff? Et en même temps, j'ai l'impression que même si la pression commençait à arriver, ce qui est un peu le cas, hein, Bonix, on en parle de plus en plus. Là, je l'évoque pour le trophée de rookie offensif de l'année. Bah, ce côté serein, expérimenté, moi, il me rassure énormément. Et du coup, j'ai l'impression que ça va le faire. J'ai l'impression que ça va dérouler tranquillement. Donc voilà, pas d'inquiétude. Et ouais, bon coach, Sean Payton. J'avoue que ça pourrait être un sujet intéressant, ça. Je le dis pour mes camarades du podcast qui traîneraient peut-être dans les parages. On a fait beaucoup de top 11 de joueurs et il nous en reste à faire. Mais alors, le top 11 des coachs, pas si simple à ranger. Et je pense qu'un mec comme Sean Payton, je l'ai assez haut. Je pense pas que ce soit le coach des plus modernes, genre qui va apporter des révolutions dingues. Non, non, pas all-time, Albiniesta, top 11 actuel. Sur le même moule de ce qu'on a fait pour les derniers top 11. Vous pouvez d'ailleurs, petit instant promo, aller les voir sur YouTube. Ça, c'est du contenu assez intemporel. On a fait top 11 quarterback, on a fait top 11 receveur déjà. Les deux des meilleurs lives qu'on a pu faire, vraiment bon moment partagé par toute l'équipe, on a bien rigolé, il y avait des avis hyper divergents, donc et en même temps tout se défendait parce que tout dépend de ce que vous allez regarder chez un quarterback ou chez un receveur. Est-ce que vous préférez je prends cet exemple parce que je l'ai mis haut. Est-ce que vous préférez un mec comme Stafford qui a fait un seul run énorme en playoff, mais qui a été jusqu'au titre et où tout le monde voit qu'il a le talent pour mener une équipe jusqu'au titre? Ou est-ce qu'en fait tu préfères un Justin Herbert qui est probablement en termes de talent pur très 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 haut dans la hiérarchie du truc, mais où pour l'instant c'est un seul match de playoff où ils se sont fait remonter 27 points par les Jaguars et, euh, et en fait pas une certitude que ce mec-là réussira à gagner un jour, même s'il est encore jeune. Donc voilà, il y a eu pas mal de discussions comme ça et c'était hyper sympa. Hop, je remonte un peu dans le chat. On parlait QB, là même pour Maine dans une moindre mesure. Ouais, les Pats ils sont un peu. Ils sont moins avancés que les Broncos, je pense. Il y a eu beaucoup de pertes, il y avait beaucoup de ménage à faire. Et encore en parallèle avec de la NBA, je trouve que quand on tourne une page aussi grosse que celle de Bill Belichick, un peu comme chez les Spurs, le jour où Popovich ne sera plus en état ou n'aura plus envie de coacher les Spurs, on parle quand même de mecs qui sont là depuis hyper longtemps, qui ont laissé une patte, une empreinte assez énorme sur leurs équipes, et où en fait ouais, il faut du temps, ces mecs-là incarnent tellement leur franchise que finalement une partie de la structure repose aussi sur eux. Donc c'est pas si simple. Vraiment, c'est pas si simple. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, on a une très belle cuvée de rookies. J'ai presque hâte de voir ce que Penix donnera côté Falcons, s'il a une chance de le montrer, hein. Il a joué quelques snaps, quelques petits bouts à droite à gauche cette année, mais trop peu pour qu'on puisse se faire un avis. Mais ouais, cette cuvée de quarterback hyper intéressante, hein. Même Caleb Williams, beaucoup critiqué, et moi je suis loin de le trouver génial. Je pense qu'il a quelques gros défauts, à voir s'il réussira à les coacher. Mais potentiellement, là, on voit quand même quelques joueurs qui participent à ce renouvellement de génération de quarterback.
et à voir combien vont s'inscrire sur la durée. C'est toujours le petit truc sympa à suivre. Allez, on va accélérer un peu sur le reste des matchs. Les Packers ont éventré les Niners. Les Niners sans Brock Purdy. Hyper compliqué, hein. Franchement, je trouve que ça, c'est le genre de match qui souligne un peu plus son côté valuable. Pas que Brandon Allen soit pas un bon gars, hein, mais c'est trop limité. Et c'est marrant, il y a quelques semaines, j'avais parlé des Packers, que j'avais l'impression que ça pouvait vraiment monter en température. Et je vais avoir une grosse takes là ce soir. Donc, je pense que chez à peu près tout le monde, les Lions sont les numéros 1 en NFC. Suivi de très près, je pense, et je ne le voyais pas venir par les Eagles. Et en playoff, alors j'adore toujours autant mes Seahawks. Je pense contre les Seahawks et les Packers, c'est une de ces deux équipes-là qui pourra éventuellement jouer les troubles fêtes entre Lions et Eagles, mais sinon, je les vois monter en puissance et finalement, ces Packers commencent déjà à avoir une petite expérience, hein. Ils ont fait des beaux playoffs la saison dernière. Jordan Love, ça fait pas hyper longtemps qu'il est titulaire, mais en même temps, on parle d'un mec qui est dans la ligue depuis plusieurs années, puisqu'il a grandi derrière Aaron Rodgers. Et déjà, en fait, c'est rien que des années qui passent. En fait, entre un QB qui a 20 ans et un QB qui a 24 ans, il y a quand même une grosse diff. Au-delà juste du jeu et du nombre de matchs, t'es pas la même personne dans la vie de tous les jours, t'es pas la même personne dans l'appréhension de ta carrière professionnelle, dans ta préparation, dans ta tête, il y a plein de facteurs qui font que ouais, même être là depuis longtemps, même si t'as pas forcément été sur le terrain, en fait, c'est ultra bénéfique. Et ces Packers, là où ils sont assez flippants, c'est qu'il y a pas mal d'armes. C'est ultra varié. T'as jamais 2 semaines de suite le même receveur qui fait un bon coup. La O-line, finalement, elle fait du bon travail. Josh Jacobs, moi, je suis sur le cul. C'est un gars, il a montré qu'il pouvait prendre un gros volume de ballon, parfois avec efficacité, parfois avec un peu moins d'efficacité. Il commençait à atteindre des volumes, mais à plus de 300 portées la saison. Il n'est pas vieux pour un running back, mais il commence à avoir du kilométrage. Et là, la saison qu'il est en train de faire, j'avais évoqué cette théorie il y a quelques semaines, celle de la bouteille de ketchup. Je crois que sur les 6 ou 7 premières semaines, Josh Jacobs, c'est pas de TD, ou pas de TD à la course, ou peut-être un à la réception. En tout cas, ça a mis du temps à venir. Depuis qu'il en a mis un, il les enchaîne. Et le pire, c'est que les mecs qui sont derrière lui, notamment Emmanuel Wilson, ça fonctionne bien. Et la défense, ça fait pas de bruit, mais ça tourne très très bien. Et voilà, il y a beau avoir des absents chez les Niners, mais leur coller 38 points et n'en prendre que 10, même dans cette version des Niners, bravo. C'est vraiment le genre de claque qui fait dire, ok, je suis une équipe sérieuse. Donc voilà, hâte de voir la dynamique jusqu'au playoff. Vraiment, équipe à suivre, les Packers. Et ça fera très plaisir du coup à notre camarade Lala Packers qui doit se régaler devant les matchs de son équipe cette année. On avait encore un duel de division avec les Cards sur le terrain des Seahawks. Un tout petit 16-6. Et ouais, des Seahawks qui commencent à mettre tout dans l'ordre. Là, il y a eu une petite période un peu creuse. Ça se remet à bien gagner. Il y a eu le retour de DK Metcalf. Et en vrai, ça change quand même vachement de choses à leur attaque parce que, alors, Smith Njigba fait des super bons matchs. C'est un gars avec énormément de talent. Mais vous l'avez vu, de toute façon, si vous avez vu notre top 11 receveurs, mais j'ai Metcalf très haut. Je trouve qu'il apporte une menace constante qui fait flipper les équipes. Et ouais, ça permet d'avancer même quand Geno Smith n'est pas au sommet de son art. Le truc à souligner surtout côté Seattle, c'est le fait d'encaisser que 6 points. Alors ces cards sont hyper irréguliers, mais t'encaisses 6 points quand même avec 285 yards lancés par Kyler Murray, 133 à la réception pour McBride. Tu peux te dire quand même que les cards, ils se sont déplacés sur le terrain. Ils ont réussi à en gagner un peu, ça aurait pu donner plus de field goal, ou ils auraient pu mettre un petit TD, mais non. Les Seahawks ont été hyper solides, et je trouve ça rassurant à l'approche des playoffs. Hop, je reprends le chat. Doug qui nous dit, pour revenir sur le match d'avant, Josh Jacobs est éclipsé par Henry et Barclay. Ouais, et à juste titre, hein,
Parce que ce que font Derrick Henry et Saquon Barkley, c'est stratosphérique. On va en parler là, puisque c'est le prochain match de ma liste, mais les Eagles qui ont gagné 37-20 sur le terrain des Rams, avec 255 yards rien qu'au sol pour Saquon Barkley, il est intenable. On connaissait son talent, son explosivité. On s'est toujours dit, même chez les Giants, que derrière une grosse O-line, il serait inarrêtable. Et là, quand il est arrivé chez les Eagles, on s'est dit, ah putain, dommage, Barkley, il arrive l'année où Kelsey s'en va, et où en plus il y a 2-3 petites blessures. Mais en fait, les Eagles, rien à foutre. La O-line, elle fait le boulot, et elle fait très bien le boulot. Hurts, il se promène. Saquon marche sur l'eau. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'un running back, que ce soit Saquon ou Henry, va être MVP cette année? Est-ce que ça va peut-être enfin profiter d'une saison où au poste de QB, on ne sait pas à qui le donner? Pas qu'il n'y ait pas de candidats, parce que des candidats, il y en a, mais justement, il y en a au moins 3 ou 4. Lamar Jackson est totalement légitime. Josh Allen est plus que légitime. Ceux qui me disent Jared Goff, je peux l'entendre. Et même, il a fait un sale début de saison, mais si un Patrick Mahomes, là, il fait de la semaine 10 à la semaine 18, il fait 9 matchs sur le rythme auquel il est en ce moment, et que les Chiefs ne perdent pas d'autres matchs, il sera dans la conversation, au moins dans la conversation. Même s'il aura le syndrome LeBron James, où il va finir troisième, et tout le monde dira oui, il l'a pas eu, mais on sait que c'est lui le meilleur joueur. Voilà, je me pose la question, en tout cas, les Eagles, attention, attention, ils ont déjà fait un Super Bowl. Il y a une NFC où globalement, je le disais tout à l'heure, mais leur concurrent principal, ça va être les Lions. Et sur un match, on ne sait pas ce que ça peut donner. Vraiment, t'as des scénarios de match où, ouais, où si les Eagles ils commencent à mettre la main dessus, ça devient très très vite compliqué. Depuis le début de la saison, je les trouve pas, entre guillemets, si impressionnants, si on peut dire ça d'une équipe qui marche sur l'eau. Mais je trouvais leur jeu un poil stéréotypé. Il n'y avait pas. Il y avait pas, notamment pas beaucoup de cibles, quoi. Il y a eu beaucoup de matchs sur le début de l'année où globalement tu avais 3 receveurs. C'était A.J. Brown, Devonta Smith et Dallas Goedert avant sa blessure. Et on se disait, oui, bon, bah, c'est les 3 mêmes gars qui tournent en rond. On sait très bien que les jeux profonds vont aller sur A.J. Brown en 1 contre 1, que toutes les passes intermédiaires seront pour les 2 autres, et puis de temps en temps, on aura une petite course. Et non, en fait, il y a eu la blessure d'A.J. Brown, ils ont continué à gagner des matchs quand même. Saquon a pris de plus en plus de volume. Impressionnant. Impressionnant. Et en face, les Rams, ils sont loin d'être ridicules, hein. Stafford, c'est un mec qui tourne bien, qui continuera à bien faire tourner une équipe. Puka Nacua, je pense que lui aussi, on aurait pu le mettre plus haut sur notre classement des receveurs. C'est assez dingue. Je trouve que Cooper Cup est ouf, mais en fait, Nacua, je le vois clairement comme le numéro 1. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de débat. Je vois pas un 1 et un 1 bis. Je vois un 1 et un excellent 2. J'ai l'impression d'avoir franchi ce cap-là. Et voilà. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour faire tomber ces Eagles qui ont passé 37 points. Avant de parler du dernier match de la semaine, je vois que des petits messages sont arrivés dans le chat. Albiniesta nous dit Kelsey a fait du bon boulot avant de partir en donnant de bons conseils à Jurgens. Ouais, là la transmission, elle se sent bien. Mais je m'attendais quand même à un drop de niveau. Alors je dis pas que Jurgens fait du Jason Kelsey, hein. Clairement Kelsey c'est un Hall of Famer exceptionnel, mais waouh, qu'il puisse continuer à courir comme ça côté, côté Eagles, que leur move inarrêtable, le push au 1 yard puisse continuer de fonctionner. Ouais, faut que ça fonctionne et que les guards fassent du gros boulot. Et salut Wemby, t'as loupé les 53 premières minutes, c'est pas grave. Elles seront normalement en replay. Je mets pas ma main à couper parce que, comme vous l'avez compris dans le Discord, je suis clairement pas le plus grand technicien du front office, hein. C'est déjà un petit miracle que j'ai réussi à lancer ce live, même si j'avais toujours les précieux conseils de mes camarades et notamment de Trey,
qui a répondu à mes petites questions hier soir. Mais ouais, t'inquiète pas. De toute façon, là, j'étais sur la partie un peu. Je mets des gros guillemets parce que le format est très spécial. La partie un peu rewind. On a fait le tour des matchs de la semaine 12, mais tu vas pouvoir t'installer tranquillement. J'en ai encore au moins pour une petite demi-heure, hein, le temps de parler. Match en cours, match de la semaine 13. Je vous propose même, dites-moi dans le chat si ça vous fait chier ou pas, mais je vous donne mes pronos. Mes pronos de cette semaine pour la semaine 13. Comme ça, en plus de les cocher sur Sleeper, vous les aurez tous comme ça en live. Et si j'ai que 3 bons résultats, vous pourrez couper les extraits où je donne tous mes pronos et dire voilà, encore des textes magnifiques de GG. Donc, ouais, on va peut-être se faire ça. En plus de parler des matchs, je vais faire mon petit instant prono. Je refais une petite pause pour ceux qui nous auraient tout juste rejoints. Euh, je rappelle le front office donc sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch et surtout rejoignez le Discord. On s'y éclate, on a toutes les infos directement. Et ouais, vraiment, la safe place où tout le monde parle de foot US. Vous arrivez, vous vous présentez, vous avez accès à tous les salons. Il y en a un pour chacune des équipes. Et il y a des salons plus généraux. Donc voilà. Ah là là. Ah là là, Doug, tu me mets une petite pression là. En vrai, j'ai déjà fait mes pronos tout à l'heure, tranquillement, sur le trajet en rentrant du taf. Voilà. Euh, J'étais tranquillement enfermé dans la ligne 14, hein, mes Parisiens, on se connaît, euh, sur Sleeper, à me dire, ouais, là, va y avoir un upset, non, là, quand même, ils vont assurer. Je vous propose qu'on se dirige tout tranquillement vers cette semaine 13. Il y a un match en live qui est en train de se jouer, parce que oui, quand même, on fait un live spécial Thanksgiving, c'est parce qu'il y a une programmation très particulière. 3 matchs ce soir, dont un qui est en cours, les Bears sur le terrain des Lions. J'ai pas le score sous les yeux, donc je vais parler d'un match où je ne sais pas du tout où ça en est, mais j'avais mis Lions très clairement. Je les vois pas se, je les vois pas se faire surprendre. Je pense que ces matchs-là, c'est aussi le moment où tu as envie de taper du poing sur la table. Tu sais que tu es regardé par tout le monde, mais vraiment par tout le monde. Et du coup, je les vois bien au moins de gagner d'une dizaine de points. Et ouais, OMB, tu peux me donner le score. Comme ça, ouais, même les évolutions de score, hein, ceux qui sont dans le chat, et si ça vous fait pas trop chier de me dire, ah, TD de machin, il y a 24-10 pour les. Oh là là, non mais incroyable. Voilà, je dis. Ah non, mais d'accord, Doug qui raconte des conneries pour me mettre mal. Ouais, je vais faire confiance à Wemby, qui me dit 22-7 pour les Lions. Euh, Très clairement, ouais, j'ai pas confiance en mes gars, malheureusement. Voilà, vous le voyez en direct. Doug, c'est un peu le loup dans la bergerie. Il vient comme ça, un peu mordre, alors que je suis tout seul en live. Bravo, bravo Doug. Non, non, quand même, je suis rassuré de voir qu'il y a 22-7 et je pense que le score va pas se resserrer sauf s'il y a garbage time. Mais il n'y a aucune raison que là, les Bears en 4 jours aient réglé les problèmes qu'ils ont montrés contre les Vikings, hein. Ils en ont pris 30 contre les Vikings. Il n'y a pas de raison qu'ils prennent pas le même tarif contre les Lions. Intéressant, deuxième match qui sera à 22h30. Les Giants qui vont sur le terrain des Cowboys. C'est dingue, c'est vraiment pas le match que j'ai le plus envie de regarder, alors qu'il est à un horaire totalement correct, en semaine, comme ça, bien tranquillement. Mais je trouve que c'est un match vide d'enseignement parce que côté Giants, on peut avoir quelques hot takes de mi-saison après. Ah, j'en ai déjà donné quelques-unes. Je peux aller un peu plus loin. Vas-y, je fais ça après mes pronos, donc je donne quelques hot takes sur ce que je vois pour les playoffs. Eberflus, go chercher un emploi chez McDo. Ouais, très clairement, Matt Eberflus, rejoins le Discord si tu nous regardes de ton banc parce que visiblement tu n'arrives plus à coacher. Rejoins le Discord, on a un canal qui s'appelle France Travail. Je pense qu'on saura t'orienter pour la suite de ta carrière. En plus, Doug nous a dit hier soir qu'il avait plein d'opportunités de boulot et qu'il ratait jamais un entretien d'embauche.
Donc il te recevra, c'est notre meilleur conseiller. Tu verras, le siège est chaud, Matt, donc viens. Viens dès chez nous et tu seras bien orienté. Pour revenir sur les matchs, ouais, Giants Cowboys, je disais peu d'enseignements. Les Giants, alors oui, il n'y a pas que le quarterback, on a plein de jeunes côté Giants. Ils ont très bien drafté, hein. Vraiment, leur saison se passe mal, mais allez voir un peu ce que font les pics de draft cette saison. Il y a eu de la très bonne pioche, pas que Tyron Tracy en attaque, par exemple, Tyler Nubin, j'aime beaucoup ce que ça apporte. Il y a du talent dans cette équipe, ça repart pas, je trouve, de si bas que ça. Mais voilà, faut être un peu un. C'est presque un match de geek, ou comme on le dit de temps en temps dans le podcast, et c'est une dédicace à mon camarade PA, mais c'est un peu un match de hipster. On va regarder les lignes, on va regarder les mecs un peu obscurs qu'on ne met jamais sur le devant de la scène, mais qui ont un réel apport. Et côté Cowboys, pour moi, la saison, elle est finie, hein. Ils ont beau avoir battu les Commanders. En NFC, il y a trop de bonnes équipes. Ils vont pas gagner la div. Même pour la 7ème place, ça me paraît compliqué. De toute façon, t'as pas Prescott. Je suis même pas sûr que t'aies envie de gagner. Après, si, là, tu vas avoir envie de gagner un peu comme les Commanders, hein, rival de division, t'as envie de casser les couilles. En plus, le match, il est regardé par beaucoup de monde. Ils vont faire le taf. Il y a des joueurs compétitifs, surtout en défense. Ouais, côté Cowboys, je vais dire, regardons la défense. C'est un endroit où il y a énormément de talent, c'est un endroit où il y a des joueurs avec d'énormes égos aussi, et je le dis pas en péjoratif, hein, mais la défense des Cowboys les joueurs de la défensive des Cowboys ont souvent annoncé l'année dernière que voilà, ils étaient solides, qu'ils avaient peur de personne, un Micah Parsons, un jour va bien falloir qu'il ait un titre de Deepoy, là ça va encore être bien trop limite pour lui, mais il est encore très jeune, mais voilà, il est de cette envergure là. J'ai envie de suivre cette défense quand même. Mais voilà, très clairement, je pense que c'est deux équipes qui auront des visages bien différents la saison prochaine. Et du coup, moins d'enseignements pour la fin de saison. Donc voilà, moins d'intérêt pour ce match. Et je donne quand même Cowboys. Ouais, Cowboys du coup sur la lancée du match d'avant. Ils sont à la maison, les Giants vont nulle part. Donc victoire des Cowboys. Super Bowl pour les Cowboys enfin. Non, malheureusement, eux, la fenêtre, elle est fermée, bien fermée. Et sauf énorme surprise au poste de QB l'année prochaine, hein. Moi, les gens connaissent à peu près ma position s'ils écoutent régulièrement les épisodes, mais si tu peux trader Dak Prescott ailleurs et repartir sur des bases sportives et financières plus saines, clairement, faut y aller. Troisième match de la soirée, qui est plutôt un match de la nuit, les Dolphins qui vont sur le terrain des Packers. Très relou ce match pour les Packers. Je pense qu'ils auraient préféré prendre les Dolphins il y a 3-4 semaines. Parce que, ouais, depuis le retour de Tua, ça enchaîne un peu mieux. Oula, je lis le chat avant de reparler du match. Il va falloir trouver un coach avant le QB, je pense. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Et Wemby Mania qui nous dit Dallas est aussi près du Super Bowl que je suis de la retraite. Voilà, tout le monde n'a pas la ref, mais le camarade vient d'avoir 17 ans. Donc autant dire que la retraite, sauf si tu gagnes à l'euro million. Et dans ce cas-là, la retraite commence demain. Mais oui, oui, en effet, je pense que l'écart entre toi et la retraite est le même que celui qui entre les Cowboys et le Super Bowl à l'instant T, et c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Bon, les Packers, donc qui reçoivent les Dolphins. Je donne le prono avant. Je dis Packers quand même, mais je pense que ce match va être serré. Et ouais, je dis Packers parce que voilà, je les vois quand même forts. Je les vois avec des certitudes, mais disons que c'est pas le match où je serai le plus sur le cul si les Dolphins font un petit upset. L'attaque, elle est capable d'être explosive. J'en attends plus de Tyreek Hill quand même, beaucoup plus. Oui, il est toujours ultra surveillé, mais je suis assez déçu de sa saison. Normalement, la défense des Dolphins n'est pas censée pouvoir tenir l'attaque des Packers. En fait, j'ai l'impression que ce match va être très très dépendant du premier quart-temps, du scénario du premier quart-temps. Globalement, si les Packers prennent le contrôle du match et se mettent à courir,
avec leur O-line et Josh Jacobs, et que leur myriade de receveurs réussit à être trouvé par Jordan Love, ça va être trop compliqué à défendre pour les Dolphins. En revanche, si les Dolphins attaquent bien le match, prennent une avance de 7 ou 10 points, et là, peuvent se permettre de temps en temps de faire courir, même si ça gagne pas de terrain, pour envoyer de temps en temps une bombe, j'ai l'impression que c'est le genre de match où les Packers pourraient avoir des difficultés à recoller. Donc hyper curieux, mais voilà, je donne quand même les Packers et je vais dire ouais, victoire de 6-7 points, pas plus. Pas plus, et on passe au match suivant. Tu vas mener Miami en playoff, Mark My Word. Ah, non, 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 non. Je suis pas d'accord avec toi, Wemby. Je pense que trop compliqué. Trop compliqué parce qu'ils partent de trop loin, pas tant parce que ce qu'ils mettent en place est pas intéressant, mais, mais en fait, encore une fois, t'es à un bobo d'un joueur que ça n'avance plus pareil, quoi. Là, bon, Tyreek est pas au top de son niveau, mais il étire un peu le terrain. C'est ce qui permet notamment à Jonnu Smith d'être énormément trouvé dans les jeux intermédiaires. Waddle a fait un bon match, t'as toujours Chain, mais en fait, j'ai l'impression que là-dedans, si tu perds un playmaker, ça va vite mal. Et tu as. Bah, moi, je croise les doigts, hein, parce qu'on souhaite absolument du mal à personne et qu'il a eu déjà plein de soucis, mais au-delà des commotions, t'es pas à l'abri du moindre bobo qui le ralentit un peu. Donc voilà, à voir. Après, là, il win contre les Américains, 50-50. Ouais, mais même si t'es à l'équilibre, hein, l'AFC c'est assez ouf. C'est, tu vas potentiellement avoir une équipe. Enfin, d'ailleurs, potentiellement, tu vas très certainement avoir une équipe en 9-8 qui va rester sur le carreau, peut-être deux. Faudra voir ce que ça donne, mais ça part d'un peu loin. Allez, on enchaîne. On enchaîne parce que dans une demi-heure, je rappelle, je leur fais leur promo aussi, notamment parce que Doug y sera, c'est leur invité du soir. Mais live des Ballers à 21h30. Donc vraiment, on va voir comment se déroule la fin de l'épisode, mais globalement, pas impossible que je coupe juste avant que eux commencent. Comme ça, vous pourrez tous aller les voir et être en double écran entre leur live et les matchs de la soirée. Voilà. On enchaîne. Après les matchs de Thanksgiving, on a un match Black Friday avec les Riders qui vont sur le terrain des Chiefs, match de division. Les Chiefs vont gagner et je pense qu'ils vont gagner assez largement, même si c'est un duel de division et que voilà, on sait que parfois il se passe des trucs un peu étranges. Le truc à suivre, c'est de voir est-ce que Pacheco va avoir des snaps, est-ce que ça va tranquillement remonter. Et je me projette un peu jusqu'au playoff, mais même si Pacheco là prend de plus en plus de snaps et venait à être bon jusqu'à la semaine 18, à quel point tu tires dessus quand tu sais que tu as un Karim Hunt qui a fait un bon intérim. Peut-être qu'ils vont avoir un monstre à deux têtes, ça va être sympa. Doug nous dit les Chiefs jouent pour le Black Friday et les arbitres sont à moitié prix pour une fois. Ouais, allez voir le compte Insta, la story du front office. Ça va être notre running gag, hein. Vraiment. Désolé aux potos Jogactu et aux autres fans des Chiefs, hein. Mais les gars, vous êtes les Griffons d'or de la NFL. Vous êtes les Griffons d'or de la NFL. Vous avez des points sortis comme ça, juste parce que vous avez le petit brin un peu doué, mais que de temps en temps, tu as envie de lui mettre une claque. Voilà. Voilà, c'est très clairement ça. Après, là, vous allez gagner le match. Voilà. On va pas y passer une heure, mais ouais, le jeu au sol, arrivé en playoff, pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis là-dessus, de comment tu gères un Pacheco. Un Pacheco qui reviendrait au top et un Karim Hunt, où voilà, mec rend quand même un gros service, hein, et je sépare l'homme du joueur, l'homme de l'artiste, mais, mais qui a fait du beau boulot sur le terrain. Très curieux de voir comment ça va se faire. On pourrait avoir des Chiefs qui, avec les petites difficultés à trouver certaines cibles dans le jeu aérien, notamment Hopkins, que je trouve pas encore assez impliqué. On pourrait avoir des Chiefs qui vont
peut-être vouloir aller sur des scénarios de match où ça prend le contrôle très très vite pour beaucoup courir. Ça ne m'étonnerait pas, et en plus Mahomes se régale là-dedans derrière à disséquer les défenses qui commencent à trop se resserrer. Je crois, et n'hésitez pas à me reprendre si je dis une bêtise, mais je crois qu'en cette semaine 13, il n'y a pas de bye week. Dans l'idée, je crois me rappeler que cette semaine, tout le monde joue et qu'on aura une bye week en semaine 14 pour quelques équipes, donc beaucoup de matchs à évoquer. Je regarde un peu la liste, et ouais, il y a une affiche, clairement, qui donne envie d'être regardée. Les Eagles qui vont aller sur le terrain de Baltimore. Ce sera dimanche à 22h25. Là, j'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, à quel point Jalen Hurts aussi est un Dark Horse MVP. Je pense clairement qu'il sera pas dans le top 3, hein, qu'il sera pas sur le podium, mais en fait, il est aux commandes d'une équipe en 9-2. Il fait le boulot, il a toujours ses TD au sol avec les push, même si Saquon fait tout le boulot, hein. Très clairement, entre Saquon et Hurts, là, Saquon c'est le gars en boîte. Il va voir les meufs, il fait ah, il y a mon pote timide là-bas, il te trouve mignonne, nan, il chauffe, ah, il paye un verre, il lui fait le clin d'œil qu'il faut, et c'est Hurts qui en profite, quoi. Là, je le vois un peu comme ça. En tout cas, gros match. On va enfin avoir Derrick Henry face à Saquon Barkley. Ça se résume pas à ça, bien sûr, ils sont pas l'un contre l'autre, mais tout le monde va les scruter, tout le monde va scruter ces deux quarterbacks qui sont capables de très bien lancer, mais aussi de très très bien courir. On a deux défenses très solides, et je suis très très surpris du backfield défensif des Eagles, avec les jeunes qui montent tranquillement en température. Vraiment, ce match, je pense qu'on l'aurait choisi en affiche de la semaine. C'est clairement celui sur lequel je vais m'arrêter à cette heure-là, hein, sachant qu'en même temps, il y aura eu à 22h05 les Rams sur le terrain des Saints. Pas un intérêt incroyable, si ce n'est de savoir si les Rams peuvent rester dans la course au playoff. Ouais, c'est peut-être le seul truc. Côté Saints, fait partie de ces équipes où malheureusement j'ai l'impression que la saison là va plus amener grand-chose. Encore une fois, hein, il n'y a aucun match inutile et il y a toujours des enseignements à prendre, mais à court et moyen terme, c'est pas une franchise qui va plus me donner envie que ça de s'arrêter. Et l'autre match de 22h05, c'est les Bucks sur le terrain des Panthers. Pareil, les Bucks, c'est un peu comme les Rams. C'est voir un peu s'ils sont capables de maintenir une dynamique, de rester en vie, de construire un élan pour les playoffs, plus qu'autre chose. Et les Panthers, ouais, allez, ce match-là, plus que l'autre même, un peu mieux à suivre peut-être, parce que Bryce Young, voir est-ce que c'est un petit échantillon passager, ou est-ce qu'en fait ça peut le faire. Limite Panthers, c'est un peu ça le truc de la fin de saison, c'est à quel point à la prochaine intersaison tu arrives avec des certitudes sur ton quarterback. Ça va être un peu le truc à suivre. Sinon, on a Messi Hawks, parce que voilà, depuis le début de la saison, c'est un peu l'équipe que j'ai poussé en NFC, qui vont sur le terrain des Jets. Match pas simple, je donnerai mon prono après. Très curieux de savoir ce que vont faire les Jets. Parce que on commence à avoir des échos d'un Aaron Rodgers qui est pas sûr de jouer en 2025, ou qui est pas sûr de jouer chez les Jets. Et en fait, là, t'es déjà à un bilan, je pense, où ta saison est morte. Est-ce que tu t'entêtes avec lui? Est-ce que, quitte à frustrer, en fait, c'est ça. Je suis pas dans les vestiaires, mais j'ai l'impression que ça frustre des gens d'avoir cet Aaron Rodgers là, avec toute sa green mafia qu'il a ramené des Packers. À voir. Je suis pas sûr qu'il y aura du turnover sur le poste de QB, mais à voir. Et Wemby dans le chat qui me dit honnêtement, j'espère que Bryce Young a une troisième saison. Depuis son retour du bench, il joue mieux. Ouais, je suis totalement d'accord. Et en fait, t'as encore un QB qui est en contrat rookie. Tu vas pas l'année prochaine, euh, disons, énorme connerie. T'as Patrick Mahomes qui débarque chez les Panthers, avec le reste de l'effectif en place, pas sûr que tu sois candidat au titre. Donc, une fois que tu as fait cette réflexion-là, tu peux te dire, ok, cette saison-là, je ne joue rien. La saison prochaine, je ne suis pas non plus contender. Donc, laissons du temps à Bryce Young.
Et au pire, si sa troisième saison se passe pas bien, t'activeras pas les options cinquième année, et puis tu le transfères à une équipe qui voudrait avoir envie de le relancer, tu tankes, et voilà, et tu repars sur un nouveau cycle. Ou bien tu te dis que le reste de ton effectif commence à être prêt, genre ah putain, dans les lignes, il y a trois quatre jeunes là qui ont bien émergé, c'est solide, et puis en fait les cibles elles sont intéressantes, ah, et puis la défense, il y a un ou deux gars qui commencent à devenir des leaders, ce qu'on a drafté ça reconstruit bien, et là dans ce cas-là, tu redraftes pas forcément et tu vas chercher un QB sur le marché, mais en tout cas, aucune urgence côté Panthers, vraiment aucune urgence. Donc ouais, je suis d'accord avec toi Wemby, je suis pour qu'il y ait une troisième année pour Bryce Young. Je pense que ce serait un peu précipité de tourner la page avant. Allez, je vais dire un petit mot quand même sur chaque match, qu'on ait le temps de parler de tout ça et que je fasse mes takes quand même, sinon Doug va être un peu déçu. Il me reste une petite vingtaine de minutes avant de laisser la place au poteau des bowlers. Hein. On va pas faire de l'ombre ce soir alors que Doug y sera. Donc j'ai déjà parlé des trois matchs du soir. Match de la nuit, j'ai dit les Chiefs, c'est avec une bonne marge. Les Chargers qui vont sur le terrain des Falcons. Attention les Chargers. Dobbins s'est blessé. Je pense que Gus Edwards n'est pas armé pour porter vraiment trop de ballons et être un coureur numéro 1. Donc à voir si Kimani Vidal arrive à prendre le relais. Quentin Johnston aussi après une bonne remontée là, a fait un match à 0 réception. Il a notamment droppé quelques ballons faciles. Tout le monde a essayé de le garder concerné et de dire non, mais c'est un gars, il sait faire des plays. Vous inquiétez pas, c'était un match chance, ça va rebondir. Mais attention quand même, voilà, dans cette AFC de folie, il n'y a pas beaucoup de jokers. Et jouer ces Falcons, c'est pas si simple. Ils reviennent de bye week, donc ils seront bien reposés. Je pense qu'ils vont gagner leur div. Je pense que c'est un match prenable pour eux. Je vais dire, euh, je vais dire Falcons de moins d'un TD pour la victoire. De moins d'un TD parce que je vois bien les Chargers attaquer fort le match. Là où les Falcons faudra peut-être voilà, un peu se remettre dans le bain. Mais je pense que les Falcons, là, on commence à trouver un truc, on commence à trouver un petit rythme. Ils ont les talents. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas gagner ce match. En tout cas, c'est une des affiches très très intéressantes du Red Zone. Là, on a potentiellement deux équipes bien chiantes à affronter en playoff, quoi. Match suivant, les Steelers sur le terrain des Bengals. Et là, attention, les Steelers viennent de se prendre les pieds dans le tapis sur le terrain des Browns. Du coup, ils n'ont pas le droit de faire cette connerie deux fois de suite, notamment pour pas flinguer leur bilan dans la division en cas d'égalité avec les Ravens. Va falloir gagner, et en même temps Cincinnati, je sais pas à quel point ils croient encore en leur chance de playoff, mais c'est un peu le match de la dernière chance. On est clairement là, ouais. Cincinnati sera la cité de la peur ce week-end. T'as pas envie d'avoir une mauvaise dynamique côté Steelers, et je pense que côté Bengals, t'as pas envie de dire adieu à la saison. Et là, en cas de défaite, je pense qu'on peut vraiment tourner la page. Donc, match compliqué. C'est un peu l'attaque de feu aussi. Hein. Pareil, retour de bye week, je crois, pour les Bengals. C'est l'attaque de feu. C'est Burrow, c'est Higgins, c'est Chase qui va affronter l'attaque de fer. Le rideau infranchissable des Steelers. Le prono est pas simple. Le prono est pas simple du tout. J'ai presque l'impression que l'équipe qui arrivera à établir un bout de jeu au sol va prendre un vrai gros avantage sur l'autre, pourra établir beaucoup plus d'options. Je vais partir sur les Steelers. Je vais dire les Steelers et je vais donner une marge entre 5 et 10 points. Ouais. C'est vraiment. Je pense que ça peut être très très serré. J'ai hâte de voir ce match. Pareil, dans le Red Zone, ça va être très sympa à suivre. Limite, je commence à me dire qu'ils ont mal choisi les matchs de 22h05 et que des affiches du Red Zone auraient mérité d'être sorties et d'être passées en deuxième partie de soirée. On a les Cards qui vont sur le terrain des Vikings. Sur les dynamiques, je vais dire Vikings. Je pense que ils ont tout intérêt à se mettre en sécurité très très vite. En fait, les Cards, ils sont un peu illisibles. C'est un peu chiant, un coup c'est très haut, un coup c'est très très bas. Mais je pense qu'il faut déjà penser à la saison prochaine.
quand je dis ça, typiquement, James Conner, pas besoin lui donner 25 ballons à portée. Il y a un Trey Benson qui doit commencer à prendre de plus en plus ses marques. Mobilisons-le. Dessinons des schémas sympas aussi pour Marvin Harrison avec Kyler Murray. Faisons en sorte que leur connexion devienne de plus en plus naturelle, quitte à ce que ce soit un peu forcé ou que ça attire trop d'attention ici et que ça libère des espaces pour les autres. Mais j'ai envie de voir des Cards vraiment dans une démarche de travail, là où les Vikings doivent continuer à avancer. Ils ont des Lions qui ne freinent pas, ils ont des Packers qui ne freinent pas. Les Vikings, s'ils veulent être bien seedés, va pas falloir perdre trop de matchs avant les playoffs. Faut gagner celui-ci. Je vais dire Vikings d'au moins une dizaine de points, 10, 12 points, facile. Je pense que le principal enjeu est de vraiment garder tout le monde impliqué et de ne pas avoir trop de bobos. Pas hésiter à ne pas trop charger Aaron Jones au sol si le match prend une bonne direction. Pas hésiter aussi à aligner Hawkinson sur plus de snaps, qui retrouve du rythme aussi. Et toujours sur ce match, Wemby nous dit Marvin Harrison Jr., je trouve pas qu'il soit si bien utilisé par les Cards. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis pas un spécialiste des prospects et du profiling des joueurs avant leur arrivée, mais de ce qu'on lisait partout, Marvin Harrison, talent plus que générationnel au poste de receveur. Et j'ai l'impression que c'est vachement limité dans ce qu'on lui demande de faire. Donc voilà, j'ai hâte de ce que ça peut donner et j'ai envie de voir des cartes qui travaillent. Les Colts qui vont sur le terrain des Patriots, je vais dire Colts et je vais pas parler plus de ce match parce qu'en vrai, j'espère qu'on le verra pas trop dans la red zone. Il y a très peu de fans des Colts. Et c'est bon, les Pats, on a parlé de vous pendant 20 ans. Vous m'en voudrez pas si je parle pas de vous ce soir. Les Seahawks sur le terrain des Jets. C'est marrant parce que ce match, il a vraiment la gueule du match piège en retour de bye week. Mais les Seahawks commencent à bâtir d'une défense vraiment solide. Je vais dire Seahawks quand même, mais je pense que ça va pas être si simple que tu le dis, Albiniesta. Je pense qu'en fait, la défense des Jets, les mecs de cette escouade, ils ont envie de jouer. Ça fait 2 ans que, en fait, qu'ils subissent le marasme de l'attaque. L'année dernière, on a eu l'impression qu'après la blessure de Rodgers au bout de 4 snaps, Zach Wilson avait tué la saison. Et on s'est dit, avec Rodgers, ça va être mieux. Et en fait, toujours pas. Et la défense, elle est loin d'être exempte de tout reproche. C'est pas ce que je dis. Cette année, ils sous-performent un peu. Mais putain, les mecs, ils se sont préparés toute l'intersaison. Et ça fait 2 ans où l'attaque, elle est cata. Où les mecs se retrouvent sur le terrain tout le temps. Ça gagne pas un match. Ils en prennent plein la gueule. Ça peut être ce match où Geno Smith dégoupille un peu, il y a un sursaut d'orgueil, il y a du pick six, il y a un bout de jeu au sol qui se met au place côté Jets et ça devient chiant pour les Seahawks, mais ouais, je vais dire Seahawks, mais moins d'un TD d'écart pour cette victoire. On a les Titans qui vont sur le terrain des Commanders. Je vais pas pouvoir faire mon homer. Je pense que là, c'est le match où les Commanders ils doivent rebondir. C'est triste ce que je vais dire pour mon équipe, mais pour l'intérêt des Commanders, j'ai envie de voir les Commanders éclater les Titans. Je pense qu'ils doivent gagner de 15 points. Vraiment, ils doivent pas avoir de pitié. Tu dois mettre Will Levis au fond du trou très vite dans le match. Ne pas laisser respirer. Tu sais que la menace numéro 1, ça reste le jeu au sol avec Tony Pollard. Levis, il est capable de compléter des très belles passes. Calvin Ridley est pour moi un bon receveur, même s'il est très bien payé pour ce qu'il fait. Et Nick Westbrook, Ikine fait une super saison. Mais là, si tu as envie de jouer les playoffs et d'être un peu consistant en playoffs, tu dois taper du poing sur la table. Je l'ai dit et répété, on est aux 2 tiers de la saison, faut y aller. Les Texans qui vont sur le terrain des Jags, là, attention le piège. Je vais dire Houston de très peu d'écart, mais attention le piège. Après, il va pas y avoir Trevor Lawrence en face normalement, donc voilà, je dis quand même Texans. Très clairement, avec un Trevor Lawrence à 100%, j'aurais dit les Jags. Houston, il y a des bobos, il y a des petits manques de confiance, c'est pas la plus belle dynamique. Je pense qu'ils vont gagner le match, mais que ça va pas être simple.
Les Rams sur le terrain des Saints, pareil, je vais pas trop en parler, mais je dis les Rams. Je trouve que le, 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 le paquet offensif avec Stafford, Cup, Nakua et Kyren Williams au sol, même Blake Corum qui commence à avoir quelques ballons de temps en temps, c'est fort. C'est fort. Ça peut dérouler et ils sont dans un mode survie là où les Saints sont en plus pas un intérêt énorme à gagner ces matchs quoi. Enfin, je s'il y a des fans des Saints dans le chat, n'hésitez pas à me dire, mais je vois pas une équipe qui doit à tout prix tout gagner, donc à voir. À voir. En tout cas, clairement pas le match qui m'intéresse le plus. On a les Bucks qui vont sur le terrain des Panthers, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Je vais dire les Panthers, voilà, peut-être ma première surprise, je sais même pas qui est favori dans les cotes. Probablement les Bucks quand même. J'ai l'impression que ces Panthers là, ils ont envie de gagner quelques matchs. Ils ont déjà eu assez de pics de draft, comme on le disait, ils sont en reconstruction et tout. Bryce Young, il a des choses à prouver. Et, et ouais, les Bucks ne sont pas non plus un rouleau compresseur. Et puis voilà, j'ai envie de faire chier un peu Doug. Donc je dis les Panthers d'un TD. Voilà. Genre 7, entre 6 et 8 points d'écart. Mais pas 7. Ouais, oui, je le poignarde avant son live. Voilà. Je profite qu'ils sont en train de se préparer tranquillement, d'ouvrir le paquet de gâteaux ou le petit paquet de fruits secs là qu'il aime bien avoir à côté de la caméra. En plus, très clairement, quand t'es invité chez les bowlers, c'est un peu pour flex parce que ta saison se passe bien. Donc, je peux le poignarder tranquillement ici avant qu'il aille s'amuser ailleurs. En plus, voilà, je vous révèle tous les coulisses. Je l'ai aussi libéré de ses engagements. Déjà parce que techniquement, c'était plus simple pour moi et mon pauvre ordinateur d'être en solo, mais on aurait pu presque improviser un live à deux. Il aurait pu enchaîner, mais voilà, je le garde frais et dispo pour mes camarades. Et vous retrouverez bientôt tout le monde dans la suite du programme. On a déjà parlé pas mal du Eagles Baltimore. Je me rappelle pas avoir donné un prono. Du coup, je vais le faire là tout de suite maintenant. Ma femme voulait pas surtout. Bah ouais, je sais bien, je sais bien. Et moi, je suis pour la paix des ménages, très clairement. Moi, ça m'arrange très bien de live le jeudi comme ça. J'ai un petit créneau où je suis tout seul à la maison, donc voilà, je peux me mettre face au mur, mon petit micro, ma petite lumière tranquille, et c'est parti. Je parle pendant 1 heure et demie seul dans une pièce, et je suis très content. Oh non, vraiment, vous n'avez pas les commentaires si vous regardez la rediff sur YouTube, mais Doug vient de me dire, c'est elle qui fait le ménage. Je valide pas, je me désolidarise Doug, je suis vraiment désolé, je ne peux pas valider ça. Je vais cette fois-ci séparer l'excellent chroniqueur que tu es de l'homme qui a dit cette phrase. Voilà, je n'ai pas le choix. Je... Et oui, Albinesta, oui, avec Alex, nous sommes de très gentils patrons. On fait tout pour que les conditions de travail soient très bonnes. Et en contrepartie, notre équipe touche absolument 0 € pour toute sa géniale contribution au front office. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant et c'est comme ça qu'une boîte tourne très bien. Je reviens sur mon match. Waouh, le temps file à une vitesse. Je vais bientôt libérer le dance floor pour les camarades des bowlers. Les Eagles, donc, qui vont sur le terrain des Ravens. Est-ce que la victoire coup de poing qui fait des Eagles le gros candidat un peu flippant à l'entrée des playoffs, elle est pas là? Je vais dire Eagles. Et je vais dire Eagles allez, d'une petite dizaine de points. D'une toute petite dizaine de points. Ouais. Ça va être la victoire coup de poing. Je pense aussi que Saquon va avoir envie de montrer que le trophée de MVP peut aller chez lui. Je vois bien comme ça. Et Doug qui continue. C'est faux, on est très bien payé, mais il dit ça pour ne pas payer d'URSAF. Pareil, je rêvais un peu des coulisses, mais sachez que Doug et moi avons un certain passif avec nos camarades de l'URSAF. J'espère que personne dans le Discord travaille pour l'URSAF ou là dans le chat, mais sachez qu'on vous aime pas.
On vous aime pas, l'URSSAF. Voilà, on vous le dit, on vous aime pas. Vous êtes comme un mauvais match programmé le jeudi soir, très clairement. Et voilà, on vous met à peu près à ce niveau-là. Allez, il nous reste 2 matchs. C'est Bandef, ouais, exactement. En fait, en vrai, ce serait très drôle qu'un mec regarde ce live ou la rediff et débarque avec un compte Discord, je suis l'URSSAF. Ce serait incroyable. Allez, les Niners qui vont sur le terrain des Bills, et là, malheureusement, même si les Niners venaient à être à peu près au complet, je pense que les Bills sont trop forts, je pense qu'ils vont vouloir continuer de garder le pied sur l'accélérateur. Je pense que cette équipe est très très solide et très très dangereuse et a tout intérêt à maintenir une belle dynamique jusqu'au playoff. Donc voilà, je vais dire Bills. Et je pense que les Niners vont avoir un peu d'orgueil, donc je vais dire Bills, genre d'un bon TD d'écart, quoi. Ouais, 8-10 points. Selon le jeu des conversions à 2 points et des field goals, on verra ce que ça donne, mais je dis Bills 8 à 10 points. Voilà. Je pense que ça va gagner. En tout cas, ouais, match à suivre. Même pour voir d'ailleurs, élément hyper intéressant à l'approche des playoffs, les connexions entre Josh Allen et ses receveurs. Je rappelle qu'ils avaient tradé pour Amari Cooper, donc il y a quand même cet enjeu-là de l'intégration et d'avoir une équipe qui tourne pour les playoffs. Et je pense qu'une bye week, c'est le moment parfait pour bien travailler et intégrer, donc on y va, on envoie. S'il y a tous les blessés annoncés aux Niners, fessez des Bills. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je dis, si les Niners venaient à être au complet, et même comme ça, ce serait limite. C'est clair que si les Niners, il manque beaucoup de monde, ça peut être une grosse fessée. Mais je pense pas qu'ils prendront aussi cher que contre les Packers. Je pense vraiment qu'au bout d'un moment, t'as l'ego qui rentre en jeu et que même des mecs moins talentueux vont se dépouiller encore un peu plus pour perdre, mais perdre un peu dignement. Et le dernier match de la semaine, les Broncos qui recevront les Browns. Et étonnamment, ce match me fait envie. C'est une belle affiche. De quel côté va tomber la pièce? Allez, je remets une surprise ici. Je vais dire les Browns à Denver. De pas beaucoup, de moins d'un TD d'écart. Je vois bien la défense des Browns être bien, bien chiante à manœuvrer pour les Broncos. Et, euh, et de toute façon, vous connaissez mes pronos, il fallait bien une petite surprise quelque part. Voilà, je crois qu'on a parlé d'absolument tous les matchs avec des pronos pour tout. Avant de vous quitter, donc Doug demandait quelques hot takes pour la fin de saison. Allez, ma première, qui est pas si hot que ça vu la forme du moment, mais je pense que les Lions ne seront pas l'équipe de NFC qui ira au Super Bowl. Ils sont très attendus, ils ont l'air au-dessus du lot. Mais je pense que quelqu'un va les faire tomber. Dire qui, j'avoue que c'est un peu plus dur. J'ai mon trio Eagles, Seahawks, Packers. Je pense que c'est un de ces trois-là. Je crois pas trop en les Vikings pour les playoffs, honnêtement. Je crois pas non plus en les Falcons pour les playoffs, même si je pense que c'est eux qui y ont. Donc voilà. J'ai ce trio-là. La logique voudrait dire Eagles. Ouais. Ouais, allez, je vais assumer mon truc jusqu'au bout. Pour moi, les Lions ne vont pas aller au Super Bowl. Ça va être les Eagles en NFC. Et je pense que ça va commencer, comme je le disais, par une victoire un peu phare ce week-end contre les Ravens. Voilà, c'est ma première et peut-être plus grosse take pour la fin de saison. De l'autre côté, est-ce que je vois une équipe battre les Chiefs en playoff? Genre, est-ce que les Bills vont pas nous refaire le scénario de je gagne en saison régulière, je perds en playoff? Ou est-ce que les Ravens ralentissent un peu en saison régulière et en playoff déroulent enfin leur jeu? J'avoue qu'en AFC, je suis un peu dans le flou. Euh, je vais quand même partir sur un truc, allez, sur un trophée individuel. Si un des deux running backs, entre Derrick Henry et Saquon Barkley, dépasse les 2 milliards, voire même les 2100 yards, je pense que la ligue le donnera enfin à un joueur qui n'est pas QB. J'ai l'impression que c'est un peu une attente. Donc, enfin, en tout cas, si les joueurs sur les skill positions ont envie de se dire qu'ils ont encore une chance de gagner des trophées, euh, si cette année un des deux passe les 2100 yards ou les atteint quasiment
et n'a pas le trophée, les mecs vont commencer à dire bon bah en fait les trophées, le trophée de MVP c'est un QB award quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vais aller voir les classements. Je vais aller voir les classements. On peut avoir des petits trucs assez drôles sur les classements. Tac. Cleveland, Cincinnati. Tac. Pittsburgh, Baltimore. Je pense que malgré le calendrier difficile, je pense que les Steelers vont gagner la FC Nord. Ouais. Ouais, ouais. Tac, tac, tac. Autre grosse take, mais avec l'état de l'équipe cette année, c'est peut-être moins impressionnant. Mais je pense que les Niners ne feront pas les playoffs, même si ça revient au complet. Ouais, j'ai pas un bon feeling autour de cette équipe. Ouais, Albiniesta dit Steelers gros poil à gratter en AFC. J'ai dit vainqueur de div, je suis pas loin de penser que c'est l'équipe qui peut vraiment saouler. Mais je vais pas partir sur un pronom en AFC parce que je l'avais déjà évoqué en parlant des Chiefs. Tu peux avoir le scénario en fait où les Steelers font l'upset de ouf pardon, et sortent les Chiefs et derrière perdent contre les Bills par exemple. Tu vois, on peut vraiment avoir ce truc là. J'ai l'impression que l'AFC ça va être un survivor. Que c'est pas forcément la meilleure équipe mais que c'est les bonnes confrontations qui peuvent s'en sortir. Je pense que les Texans ne passeront pas le premier tour des playoffs. J'ai presque envie de dire peu importe l'adversaire. Si là, parmi les vainqueurs de div, ils sont bien partis quand même pour être quatrième. Grande chance qu'ils jouent le cinquième, donc il peut être Baltimore ou Pittsburgh. Ah, je les vois battre aucune de ces deux équipes. Et même si ça venait à se goupiller autrement et qu'ils devaient jouer les Chargers ou les Broncos, ouais, beaucoup d'attentes autour de ces Texans. Je pense que ça passe pas le premier tour des playoffs. Et allez, pour tenter un truc un peu... tenter un truc un peu original. Ah, ce serait moche pour eux parce que putain, j'aime vachement ce qu'ils font depuis le début de la saison. Mais pas impossible avec les dynamiques que les Commanders ratent les playoffs. Ils vont pas gagner la div, elle va être pour les Eagles. Derrière, ils sont en 7-5 et en meilleur bilan qu'eux. Donc, il y aura les Eagles devant, il y aura les Lions forcément devant, il y aura probablement les Vikings qui ont quand même vachement d'avance sur eux. Moi, je vois les Packers très bien, donc il y a déjà ces 4 équipes. On a les Falcons en vainqueur de div forcément qui seront devant, le vainqueur de la NFC West, et du coup, ça va laisser un fauteuil pour une équipe en wildcard. Et ouais, tu peux avoir une connerie, une équipe de la NFC Sud qui enchaîne un peu mieux, ou, et c'est ce que je pense, une équipe de la NFC West qui accompagnerait son camarade vainqueur de division en playoff. Vraiment, je le souhaite pas parce que ces Commanders, ils sont incroyables. D'où qui me dit les Falcons ne gagneront pas la div. Les Falcons, ils vont gagner la div et je fais une autre hot takes pendant que tu es encore là avant de passer sur ton autre live. Et ce sera ma dernière takes avant de rendre l'antenne. Je pense que les Bucks, ils vont même pas finir deuxième de la div. Je pense que vous allez vous écrouler. Voilà. Je le dis. Je pense que vous allez vous écrouler. Et c'est peut-être ma takes la plus horrible de la soirée. Oh là là, ça fait réagir. Bah oui. Oui, forcément. Voilà, Doug, je te fâche bien là, va nous foutre le. Les Bucks sont le calendrier le plus simple de toute la NFL. Ouais, ouais, peut-être, mais bon. Franchement, c'est pas comme si cette année vous étiez des modèles de régularité, quoi. Vraiment. Et dans la division, ouais, les Falcons ils sont en 4-1, donc s'il y a des égalités. Gigantesque pour le coup avec les Bucks. Bah en vrai, je sais pas, entre les Saints et les Panthers qui peut remonter la pente, je crois presque plus aux Panthers. Et en fait, les Panthers, ils sont que 2 défaites derrière les Bucks. Hein. Ça me paraît pas fou. Si les Panthers gagnent cette semaine, mais en plus ils s'affrontent. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y avait un Bucks Panthers. Je retourne sur mon calendrier. Ouais, hop, encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Ça solidifie la TX. Voilà, voilà, on a fait un bon tour sur ce live. J'ai parlé. Alors, désolé, on n'est pas rentré comme on fait d'habitude vraiment à fond dans tous les matchs. Non, non, pas les Panthers en playoff, Albiniesta, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les Panthers devant les Bucks, mais pas en playoff.
Non, non, en playoff, ce sera les Falcons, c'est tout. Plus de doute avec Atlanta, c'est tout ou rien de ces derniers matchs. Ouais, c'est un peu le cas, mais je pense qu'ils ont quand même une petite marche sur le reste de la concurrence. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur ce live, ça a été assez improvisé. Ouais, ça bouscule le programme habituel, hein. Désolé, on n'a pas fait l'habituel rewind et preview. À la place de ça, vous avez une sorte de gros live d'1h45 qui j'espère, vous contentera. Rejoignez, je refais une dernière fois le. Merci Albinesta, ça fait plaisir. Je fais une dernière fois l'instant promo, hein, mais hâte le front office sur toutes les plateformes, même Blue Sky maintenant. Il faudrait peut-être que je me fasse un compte d'ailleurs pour aller là-dessus. On n'est pas encore actif, mais ça existe pour ceux qui en auraient marre de Twitter. Bravo GG, tu es le sien et le féro de la NFL français. Pff, quelle belle comparaison. Enfin, j'espère. Bonne soirée à tous, en tout cas, merci beaucoup. Donc, hâte le front office, rejoignez le Discord, c'est là où il y a toutes les infos, et on essaiera de reprendre un rythme un peu plus correct, même si, avec les vacances de Noël et les impératifs des uns et des autres, pas impossible que cette initiative se répète à l'avenir. En tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à être là avec vous ce soir. Foncez chez les bowlers qui doivent lancer leur live là maintenant. Je dois grignoter un tout petit peu sur leur lancement. Bonne soirée à tous et vive le football.